Dièse chapitre 1, les champs de lavande dans les vastes étendues de la Provence, où les champs de lavande dansaient sous la brise méditerranéenne, René menait une existence paisible d'apiculteur. Sa silhouette, familière aux habitants du village, se découpait souvent à l'horizon alors qu'il travaillait parmi ses ruches, accompagné de son fidèle compagnon, Éclair, un magnifique cheval à la robe dorée. Leur connexion était légendaire dans la région, homme et animal semblaient communiquer sans mots, partageant une compréhension mutuelle qui fascinait tous ceux qui en étaient témoins. La vie de René suivait le rythme des saisons, marqué par les récoltes de miel et les soins attentionnés qu'il prodiguait à ses abeilles. Son petit domaine, niché entre les collines parfumées, était devenu un havre de paix où les villageois venaient chercher non seulement du miel, mais aussi la sagesse tranquille de cet homme simple. Les enfants adoraient regarder Éclair, qui acceptait leurs caresses avec une patience infinie, pendant que René expliquait l'importance des abeilles pour la nature. Cependant, cette tranquillité fut brutalement interrompue lorsqu'Arnaud Beaumont, un puissant industriel du parfum, commença à s'intéresser aux terres de la région. Ses projets d'expansion menaçaient l'équilibre fragile de l'écosystème local. Les champs de lavande, source de subsistance pour de nombreux agriculteurs, étaient particulièrement convoités pour leur potentiel commercial. René, dont les ruches dépendaient de ces champs floraux, devint naturellement le porte-parole d'une résistance silencieuse. Sa connaissance approfondie de l'environnement local et son statut respecté dans la communauté en faisaient un obstacle majeur aux ambitions d'Arnaud. Les réunions du conseil municipal devinrent le théâtre d'affrontements verbaux entre les partisans du développement industriel et ceux qui souhaitaient préserver le mode de vie traditionnel. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur les champs de lavande, René reçut une visite inattendue. Jeanne, une jeune journaliste du journal local, cherchait à comprendre les enjeux du conflit qui divisait la communauté. Elle fut immédiatement frappée par la sérénité qui émanait de la propriété de René, où Éclair paissait paisiblement pendant que son maître vérifiait ses ruches. « Monsieur René, commença-t-elle, les gens parlent beaucoup de vous en ville. Certains disent que vous êtes le seul à oser tenir tête à Monsieur Beaumont. » René sourit doucement tout en retirant ses gants d'apiculteur. « Je ne tiens tête à personne, mademoiselle. Je protège simplement ce qui ne peut pas se défendre seul, nos abeilles, nos traditions, notre terre. » Cette conversation allait marquer le début d'une série d'événements qui bouleverseraient la vie paisible de René. Car ce qu'il ignorait encore, c'est qu'Arnaud Beaumont avait déjà mis en place un plan sophistiqué pour discréditer cet humble apiculteur qui osait contrarier ses projets. Dans l'ombre des ruches bourdonnantes et des champs de lavande, une machination se préparait, tandis qu'Éclair, comme s'il pressentait le danger, devenait de plus en plus agité. Dièse chapitre 2, l'accusation. Les semaines qui suivirent la visite de Jeanne furent marquées par une tension croissante dans le village. Les méthodes d'Arnaud Beaumont devenaient de plus en plus agressives. Des rumeurs commencèrent à circuler sur la qualité du miel de René, suggérant qu'il utilisait des méthodes douteuses pour augmenter sa production. Ces accusations, bien que sans fondement, commencèrent à semer le doute dans l'esprit de certains villageois. Louis, un ancien collaborateur de René dans l'apiculture, fut l'un des premiers à remarquer les changements subtils qui s'opéraient dans la communauté. Les regards autrefois amicaux se teintaient de suspicion, et les commandes de miel diminuaient progressivement. Même au marché hebdomadaire, les stands de René, habituellement bondés, voyaient de moins en moins de clients. Un matin, alors que la brume enveloppait encore les champs de lavande, René découvrit que plusieurs de ses ruches avaient été vandalisées. Les abeilles, désorientées, voletaient dans l'air frais du matin, tandis qu'Éclair, agité, piaffait nerveusement près de son maître. Ce fut le début d'une série d'incidents mystérieux qui semblaient viser spécifiquement les activités de René. Jeanne, intriguée par ces événements, commença à creuser plus profondément. Elle découvrit que des documents administratifs concernant les terres de René avaient été mystérieusement modifiés. Selon ces nouveaux documents, une partie de son terrain empiétait illégalement sur des propriétés voisines. Cette révélation fut rapidement suivie d'une convocation officielle au tribunal local. « C'est absurde », protesta Louis lorsqu'il apprit la nouvelle. René connaît chaque centimètre de sa terre comme sa poche. Ces accusations sont ridicules. Pourtant, l'engrenage juridique était en marche. Le jour de l'audience, le tribunal local était rempli de villageois curieux. René se tenait droit, son visage habituellement serein marqué par l'inquiétude. À l'extérieur, Éclair, attaché à un arbre, semblait partager l'anxiété de son maître, hennissant doucement chaque fois que quelqu'un passait près de lui. L'avocat d'Arnaud Beaumont présenta un dossier apparemment solide, rempli de documents officiels et de témoignages troublants. Des villageois, probablement intimidés ou soudoyés,
affirmaient avoir vu René déplacer des bornes de propriété pendant la nuit. D'autres parlaient de pratiques d'apiculture douteuses qui mettaient en danger la santé publique. Pendant que les accusations s'accumulaient, Jeanne remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement d'un des clercs du tribunal. L'homme semblait nerveux, jetant régulièrement des regards furtifs vers Arnaud Beaumont. Cette observation, apparemment insignifiante, allait devenir le premier fil d'une pelote qui, une fois déroulée, révélerait une conspiration bien plus vaste que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Diez chapitre 3, les premiers indices. Le verdict du tribunal fut sévère. René devait quitter sa propriété dans les 30 jours. Cette décision provoqua une onde de choc dans la communauté. Même ceux qui avaient douté de lui commençaient à se demander si la justice n'avait pas été trop expéditive. La vue de cet homme respecté, contraint d'emballer sa vie dans des cartons, éveilla la conscience collective du village. Jeanne, déterminée à comprendre les véritables enjeux de cette affaire, commença à enquêter sur le passé d'Arnaud Beaumont. Dans les archives du journal local, elle découvrit que d'autres petits propriétaires avaient été victimes de situations similaires dans les régions où l'industriel avait développé ses activités. Le modèle était toujours le même, des accusations troublantes, des documents modifiés, et des terrains qui finissaient invariablement entre les mains des entreprises de Beaumont. Pendant ce temps, Louis remarqua quelque chose d'intrigant. Éclair, le fidèle compagnon de René, manifestait un comportement étrange chaque fois qu'il passait près d'un certain hangar abandonné à la périphérie du village. Le cheval s'arrêtait net et commençait à gratter le sol avec insistance. Intrigué, Louis décida d'explorer les environs et découvrit des documents déchirés portant l'entête de l'entreprise de Beaumont. Ces papiers, expliqua Louis à Jeanne lors d'une rencontre discrète au café du village, datent d'avant les accusations contre René. Il parle d'un « plan Provence » et mentionne spécifiquement les terres des apiculteurs. Jeanne hocha la tête pensivement. « J'ai interrogé le clerc du tribunal hier. Il était nerveux, mais il a fini par avouer que certains documents du dossier de René avaient été modifiés sous la pression. Il est prêt à témoigner, mais il a peur. » La jeune journaliste poursuivit ses investigations et découvrit que le projet d'Arnaud Beaumont était bien plus vaste qu'un simple développement industriel. Il prévoyait de transformer toute la région en un immense complexe touristique et industriel, effaçant des siècles de traditions agricoles. Les ruches de René, avec leur production de miel réputée, représentaient un obstacle majeur à ses plans. Un soir, alors que René préparait tristement ses cartons, il trouva un vieux journal intime appartenant à son père. Les pages jaunies révélaient que 30 ans auparavant, la famille Beaumont avait déjà tenté de s'approprier ces terres, mais avait échoué face à la résistance collective des villageois. Cette découverte donna un nouveau sens à l'acharnement d'Arnaud contre René. « Mon père avait raison », confia René à Éclair, caressant doucement l'encolure de son cheval. Cette terre ne représente pas qu'un simple terrain. Elle est le symbole d'une façon de vivre, d'un équilibre entre l'homme et la nature. Pendant ce temps, dans son bureau luxueux, Arnaud Beaumont célébrait sa victoire apparente avec ses associés, ignorant que les premières fissures commençaient à apparaître dans son plan soigneusement orchestré. Le clerc du tribunal n'était que le premier d'une série de témoins prêts à rompre le silence, encouragés par la persévérance de Jeanne et la loyauté de Louis envers leur ami. Diez chapitre 4, la résistance s'organise à mesure que la date d'expulsion approchait, une résistance silencieuse commença à s'organiser dans le village. Les découvertes de Jeanne et Louis avaient commencé à circuler, d'abord sous forme de murmures, puis de conversations plus ouvertes. Les villageois, qui avaient initialement tourné le dos à René, commençaient à comprendre l'ampleur de la manipulation dont ils avaient été victimes. Marie, la propriétaire du café du village, fut la première à prendre publiquement position. Elle raccrocha le portrait de René et ses abeilles qui ornaient autrefois son établissement, et plaça une pétition sur le comptoir. « Nous ne pouvons pas laisser détruire notre patrimoine », déclarait-elle à qui voulait l'entendre. Les abeilles de René sont aussi importantes pour notre région que la lavande elle-même. Pendant ce temps, Jeanne avait réussi à obtenir un rendez-vous avec un ancien employé d'Arnaud Beaumont. L'homme, qui préférait rester anonyme, lui révéla l'existence d'un réseau complexe de corruption impliquant plusieurs fonctionnaires locaux. Beaumont ne s'arrête pas aux terres de René, expliqua-t-il. Il veut transformer toute la Provence en un parc d'attractions pour touristes fortunés. Louis, de son côté, continuait à suivre les indices qu'Éclair semblait lui indiquer. Le comportement du cheval l'avait conduit à une découverte surprenante. Sous le hangar abandonné se trouvait une cache contenant des documents compromettants. Des plans détaillés montraient que l'entreprise de Beaumont avait délibérément contaminé plusieurs ruches de René pour justifier les accusations de pratiques dangereuses.
la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Les anciens, qui avaient connu le père de René et l'époque de la première tentative des Beaumont, commencèrent à partager leurs souvenirs. Une mémoire collective ressurgissait, rappelant comment la communauté s'était jadis unie pour protéger ses terres et ses traditions. Un matin, alors qu'Arnaud Beaumont arrivait pour une inspection du terrain de René, il fut surpris de trouver une chaîne humaine formée par les villageois. Éclair, comme s'il comprenait l'importance du moment, se tenait fièrement aux côtés de son maître, sa robe dorée brillant sous le soleil provençal. « Vous ne pouvez pas acheter notre âme, monsieur Beaumont, déclara Marie, soutenue par les regards déterminés de ses voisins. Ces terres, ces abeilles, cette façon de vivre, c'est notre héritage. » La tension était palpable. Le combat pour la vérité et la justice entrait dans une nouvelle phase, plus déterminée que jamais. Les preuves s'accumulaient, et même les plus fidèles alliés de Beaumont commençaient à douter. Le masque du puissant industriel commençait à se fissurer, laissant entrevoir la véritable nature de ses ambitions destructrices. Diez chapitre 5, la confrontation. La résistance pacifique du village avait attiré l'attention des médias régionaux. Des journalistes affluaient de Marseille et même de Paris pour couvrir l'histoire de cet humble apiculteur qui tenait tête à un empire industriel. Jeanne, grâce à ses contacts dans la profession, s'assura que la véritable histoire soit racontée, pas seulement le récit déformé qu'Arnaud Beaumont avait fait circuler. Un matin, alors que le soleil se levait sur les champs de lavande, une découverte inattendue vint bouleverser la situation. Le clerc du tribunal, rongé par la culpabilité, se présenta chez René avec une valise pleine de documents. « Je ne peux plus vivre avec ça sur la conscience, déclara-t-il, tremblant. Voici les originaux des documents que j'ai été forcé de modifier. Il y a aussi des preuves de pots de vin et de menaces. » Louis, qui était présent ce matin-là, remarqua qu'Éclair manifestait une agitation inhabituelle. Le cheval conduisit son maître et les autres vers un coin reculé de la propriété, où ils découvrirent des équipements de surveillance installés discrètement. Beaumont ne s'était pas contenté de falsifier des documents, il avait espionné René pendant des mois, cherchant le moindre prétexte pour le discréditer. Pendant ce temps, dans son bureau luxueux, Arnaud Beaumont commençait à perdre son sang-froid. Ses associés, inquiets des révélations qui s'accumulaient, prenaient leur distance. Les investisseurs appelaient sans cesse, exigeant des explications. Son empire, bâti sur des manipulations et des mensonges, commençait à vaciller. Monsieur l'interrompit sa secrétaire pendant une réunion de crise, les médias nationaux sont au téléphone. Ils veulent votre réaction concernant les documents qui viennent d'être rendus publics. La nouvelle était tombée comme un coup près. Jeanne avait réussi à faire publier un article détaillé dans un grand quotidien national, exposant méthodiquement le système de corruption mis en place par Beaumont. Les témoignages s'enchaînaient, anciens employés, fonctionnaires intimidés, propriétaires terriens victimes de pratiques similaires dans d'autres régions. Le village entier se rassembla sur la place centrale, où une projection publique de tous les documents et preuves fut organisée. Les visages des villageois exprimaient un mélange de colère et de honte. Comment avait-il pu douter de René, cet homme qui avait toujours vécu selon des principes d'honnêteté et de respect de la nature? Dans un dernier effort désespéré pour sauver sa réputation, Beaumont décida de se rendre personnellement au village. Sa voiture luxueuse s'arrêta devant la mairie, où une foule l'attendait. René se tenait au premier rang, Éclair à ses côtés, tous deux symboles vivants de la résistance face à la corruption et à la destruction de leur mode de vie. Diez chapitre 6, la justice de la terre. La confrontation finale se déroula sous le soleil brûlant de Provence. Arnaud Beaumont, abandonnant son arrogance habituelle, se trouvait face à une communauté unie et déterminée. Les preuves étaient accablantes, et sa tentative de justification fut accueillie par un silence glacial. « Vous pensiez pouvoir acheter notre silence, notre dignité, déclara René, sa voix calme portant sur la place du village. Mais vous avez oublié une chose essentielle, cette terre n'est pas qu'un bien immobilier. Elle est notre histoire, notre âme. » Le conseil régional, convoqué en session extraordinaire, annula toutes les décisions basées sur les faux documents. Les terres de René lui furent officiellement restituées, et une enquête fut ouverte sur les activités d'Arnaud Beaumont. Son empire commença à s'effondrer comme un château de cartes, les investisseurs et partenaires se retirant les uns après les autres. Mais la victoire la plus significative fut celle des valeurs traditionnelles sur la cupidité industrielle. Le village devint un symbole de résistance pacifique et de préservation du patrimoine. Des journalistes du monde entier vinrent documenter cette histoire extraordinaire d'un humble apiculteur et son cheval qui avait tenu tête à un empire industriel.
René reprit ses activités, mais quelque chose avait changé. Son exploitation devint un centre d'apprentissage où il enseignait l'apiculture traditionnelle aux jeunes générations. Éclair, toujours fidèle, accueillait les visiteurs avec sa grâce habituelle, devenue une véritable mascotte du renouveau écologique de la région. Jeanne publia un livre sur cette histoire, qui devint rapidement un best-seller. Les gardiens de la lavande racontaient non seulement la lutte de René, mais aussi l'importance de préserver les traditions face à l'industrialisation galopante. Louis, quant à lui, créa une association pour protéger les petits producteurs locaux et leur savoir-faire ancestral. Un an après ces événements, lors de la fête annuelle du miel, le village était méconnaissable. Les champs de lavande, plus florissants que jamais, attiraient des visiteurs respectueux, venus découvrir un autre mode de vie. Les ruches de René bourdonnaient d'activité, symbole vivant de la persévérance et de l'harmonie entre l'homme et la nature. Voyez-vous, expliquait René aux visiteurs, caressant l'encolure d'Éclair, le véritable progrès n'est pas dans la destruction de l'ancien, mais dans sa préservation intelligente. Chaque abeille, chaque brin de lavande, chaque parcelle de cette terre raconte notre histoire. La Provence avait retrouvé son âme, et l'histoire de René devint une légende, transmise de génération en génération. Une histoire qui rappelait que la justice finit toujours par triompher quand les hommes restent fidèles à leurs valeurs et à leur terre. Fin de l'histoire, chers auditeurs, l'histoire de René et Éclair nous rappelle que la vraie richesse réside dans la préservation de nos traditions et de notre environnement. Pour continuer à découvrir des récits inspirants comme celui-ci, nous avons créé une playlist spéciale « Héros de notre terroir ». Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche de votre écran. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui célèbrent notre patrimoine et nos valeurs. Rejoignez notre communauté grandissante et partagez vos propres histoires dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles aventures.